aujourd'hui, c'est une problématique qui est sur la table qu'on va pouvoir la discuter par rapport à l'exercice de la profession. Donc, comment peut-on exercer la profession, que ce soit d'un médecin ou d'un avocat ou d'un expert comptable. L'exercice de la profession pour les médecins se fait soit dans le cadre d'une société professionnelle civile, soit dans le cadre d'un cabinet de personnes physiques. Nous, pour les experts comptables et pour les avocats, on a la possibilité de passer soit par une société civile professionnelle, une société commerciale. Donc on va essayer en fait de développer ce point et essayer de voir en fait la résolution qui a été prise au niveau du Conseil national des médecins pour essayer de trouver une autre forme d'exercice de la profession pour les médecins. Donc je donne la parole à M. Zied Ben Naam, avocat enseignant universitaire, pour nous présenter la plaidoirie en faveur de la société commerciale pour l'exercice de la profession de médecin, expérience de la société des avocats. Le devoir primordial d'un médecin, c'est le respect de la vie humaine selon l'article 2 du Code de déontologie. Le médecin a une indépendance professionnelle inaliénable. Article 11, Code du commerce, Code de déontologie. À l'instar des avocats ou autres professions libérales, ils produisent des biens particuliers, c'est la connaissance. Cette logique rend le rapport entre médecin et patient très particulier, qu'il ne peut être réduit à l'état de consommateur et prestataire ordinaire. C'est pour ces raisons d'ailleurs qu'on parle de profession et non de métier. Les différentes obligations incombantes à cette profession nous amènent à évoquer le principe de désintéressement matériel. Mais le désintéressement ne signifie pas un refus de rétribution. Toute profession libérale a le droit à une rémunération de son travail. Il faut faire une distinction où elle se situe de ne pas tomber dans l'intérêt égoïste exaspéré qui anime le mouvement des affaires. Et c'est probablement les raisons d'incompatibilité de la médecine avec le commerce. En apparence, donc, il existe une distorsion entre médecine et commerce, ce qui rend le sujet assez délicat. Tout d'abord, il faudrait s'arrêter sur quelques notions importantes du sujet. Donc, actuellement, pour l'exercice de toute forme d'activité économique, il y a deux possibilités. Soit d'exercer dans le cadre d'une entreprise individuelle, soit en entreprise individuelle, donc dans le cadre de personnes physiques, soit dans le cadre d'une entité sociétaire, c'est-à-dire entreprise sociétaire. Et donc, deux types de sociétés, deux grands groupes de sociétés se prévalent. Donc les sociétés civiles et les sociétés commerciales de l'autre côté. Pour plaider en faveur de l'exercice de la profession de médecine dans le cadre de sociétés commerciales, nous allons commencer tout d'abord par analyser les sources d'incompatibilité, puis passer à évoquer les différents avantages de cette forme d'exercice, pour enfin conclure à porter quelques recommandations visant la réforme sollicitée par le CNUM. Les sources d'incompatibilité. La médecine est incompatible avec les pratiques du commerce sur différents plans, et en particulier avec les principes d'indépendance, de libre conscience et de dignité professionnelle. L'article 4, paragraphe 2 de la loi relative à l'exercice de l'organisation de la profession stipule expressément que l'exercice de la profession de médecine ou de médecin dentiste, est incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale. L'article 16, Code de déontologie médicale tunisien, stipule que la médecine ne peut pas être pratiquée comme un commerce. Donc non seulement la médecine ne peut pas être assimilée à une activité commerciale, mais également le commerçant ne peut pas exercer à côté de son activité principale une autre activité commerciale. Plus encore, il est interdit aux médecins de recourir aux plupart des pratiques commerciales, notamment la propagande, la publicité, l'usage d'un nom commercial. L'article 5 parle d'interdiction d'utiliser un pseudonyme, interdiction de donner ou recevoir toute commission, même entre médecins. Le législateur est allé
même à réglementer strictement les indications autorisées par un médecin, même au sein de son cabinet. Et bien sûr, il y a une interdiction qui s'étend aux médecins d'être dirigeants de n'importe quelle société commerciale. L'article 22 de la loi de la profession n'accepte comme modalité d'exercice de la profession sous forme sociétaire que dans le cadre d'une société civile professionnelle. Et c'est strictement réglementé. D'autre part, certains mécanismes propres aux activités commerciales pourraient constituer une atteinte grave à la profession. Je citerai en exemple. Loi de redressement des entreprises en difficulté économique, la faillite des entreprises, avec toutes ces restrictions, ces interdictions et ces risques, la profession de médecine paraît incompatible avec la société commerciale, avec les sociétés commerciales. L'article 7 stipule qu'il est commercial par la forme, quelle que soit l'activité de la société. Les sociétés de commandite par action, les SA, mais également les sociétés anonymes et les SAR. Plus grave encore, elle soumet ces sociétés aux lois et aux usages de commerce. Tous les dirigeants de ces sociétés sont considérés comme commerçants. Ici, on touche le point essentiel. C'est, je pense, le plus grand souci à l'exercice de la profession dans le cadre de sociétés commerciales. Ici, il faut s'intéresser à un principe de la commercialité par la forme. Une société est réputée commerciale par la forme, mais son objet est civil. Elle garde certaines spécificités. Ce n'est pas autant que son objet sera considéré comme commercial. Donc l'objet civil de la société lui permet de se soustraire à certaines règles propres aux activités commerciales, notamment en matière de redressement, par exemple. Donc la loi, expressément, écarte les entreprises à objet civil du champ d'application de la loi de redressement des entreprises en difficulté économique. Également pour la faillite, c'est la même chose. Si la question elle est claire en termes de faillite et de société et de redressement des entreprises en difficulté économique, la question est un peu plus compliquée en matière de compétences de chambre de commerce. Ici, on touche donc la commercialité par la forme et l'objet civil nous soulage de plusieurs contraintes liées à la compatibilité. D'autres professions, d'ailleurs, ont déjà passé le cap des sociétés commerciales, comme les avocats, les experts comptables, et les architectes, les missionnaires, experts de justice. Donc il n'y a pas pourquoi, avec l'objet civil des sociétés commerciales, on touche cette contradiction. Un autre argument en faveur de l'exercice dans le cadre de sociétés commerciales, on exerce bien les médecines dans le cadre de la loi sanitaire sous forme de sociétés commerciales. L'objet même de ces sociétés il est considéré selon l'article 2 comme un objet commercial. Donc les législations comparées, cette forme d'exercice existe bien. Si ce mode d'exercice est largement adapté, il comporte certainement plusieurs avantages. Alors, les avantages d'exercice de la profession de médecine dans le cadre de sociétés commerciales. Il existe certains avantages communs à tout type de société. Ça a des avantages communs qu'on retrouve même dans le cadre des sociétés civiles. Tout d'abord, c'est l'apport. Une société comporte à l'origine, avant d'admettre l'exception des sables, obligatoirement une association. Cette association, d'un point de vue économique, elle est intéressante. C'est le cadre idéal pour organiser la mise en commun d'apports, soit pour partager des bénéfices, ou même tout simplement profiter d'une économie, à travers notamment le partage de certaines charges, personnelles, locaux, matériels. Surtout que certaines spécialités nécessitent de fonds importants. Pour organiser cette cohabitation, le cadre sociétaire, qu'il soit civil ou commercial, reste le meilleur moyen. Deuxièmement, ça permet de valoriser son entreprise. Exercer dans le cadre d'une entreprise individuelle, c'est-à-dire personne physique, rend l'entreprise confondue, assimilée à la personne du médecin exerçant, au point de vue patrimoine ou même existence. Alors que dans le cadre d'entreprises sociétaires, on trouve cette distinction plus ou moins parfaite selon le type de société. Cette distinction permet de dessiner une limite entre patrimoine
privé et patrimoine professionnel. Le plus important, ça a permis la transmission de toute une entreprise avec l'intégralité de ces éléments. On peut transmettre une patientèle, des locaux professionnels, l'équipement matériel personnel, dans le cadre de cession ou même de succession entre générations. Au mieux, si vous êtes entrepreneur individuel, vous pourrez céder votre matériel et locaux uniquement. Si ces avantages sont communs aux sociétés commerciales et civiles et que l'article 23 de la loi de profession vous autorise l'exercice d'ores et déjà dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, pourquoi alors poser la problématique d'une société commerciale? C'est justement à cause de quelques carences des sociétés civiles professionnelles que nous devons opter pour les sociétés commerciales. Et les sociétés civiles commerciales, dans l'application, dans la pratique, elles sont quasiment rares. On parle presque, je dis presque, de textes abandonnés. Et cette rareté pose un problème d'ordre pratique, que nous, avocats, connaissons malheureusement très bien. L'application des textes en Tunisie demeure très approximative, sommaire, et surtout la doctrine administrative, comme l'a indiqué ma collègue, est fluctuante, oscillante, hasardeuse. Les sociétés civiles en pratique sont tellement rares que les différentes administrations, même tribunaux, et établissements financiers assimilent mal ces notions. En pratique, par exemple, vous aurez plus de mal à obtenir un financement pour une société civile que pour une société commerciale plus uniforme, qui rentre plus dans le cadre des sociétés auxquelles les entreprises financières sont habituées à financer. Alors, les avantages propres aux sociétés commerciales sont la raison de cette rareté. Le principal avantage, c'est la responsabilité. Dans toutes les sociétés civiles, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la société, même sur le plan du patrimoine personnel. Par contre, dans le cadre d'une SA, la responsabilité est en principe limitée aux apports initialement constitués. Les dirigeants et l'associé ou actionnaires ne sont tenus responsables de dettes sociales qu'à concurrence de leur apport seulement. Dans le cas contraire, le patrimoine personnel des associés, même issu de sources autres que son activité professionnelle, sera mis en jeu pour garantir les dettes sociales. Ces dettes sociales peuvent être de différents types. Simple fournisseur, dette fiscale, peut être suite à un redressement dont on ne peut anticiper les périls, une faute professionnelle inattendue, engageant votre responsabilité professionnelle qui pourrait avoir des conséquences en termes de dédommagement, et surtout, pire encore, si vous êtes dans le cadre d'une société civile, vous serez tenu solidairement responsable, même des conséquences de la faute professionnelle de vos associés. Ces raisons expliquent bien la rareté des sociétés civiles, d'autant plus que sur le plan fiscal, elle est considérée comme une entité transparente, ou plutôt translucide, c'est-à-dire quasi inexistante fiscalement. Alors, les avantages fiscaux des entreprises, des sociétés commerciales. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, il a été largement détaillé dans les précédentes interventions. Mais l'instabilité de la réforme fiscale ces dernières années rend la mission très délicate. Si l'avantage des revenus dégagés en tant que personne physique ou associée dans une société civile est soumis à l'IRPP, c'est-à-dire comme un médecin classique qui déclare annuellement ses impôts, auquel on applique un barème progressif, le fameux mécanisme des tranches. Il est avantageux pour les revenus n'excédant pas une certaine limite, 30 à 40 000 dinars annuels. Il devient rapidement un fardeau sur les tranches supérieures à 30 000 dinars, on passe à 32-35%. Avant, quand les sociétés commerciales étaient soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 30%, et les dividendes étaient exonérés. Les tranches supérieures au-delà de 65 000 dinars, il était plus intéressant d'aller exercer en termes de société commerciale pour payer moins d'impôts. Maintenant, même si l'IS a diminué pour atteindre 25%. De l'autre côté, le législateur a opté pour une double imposition économique, c'est-à-dire l'impôt se greffe 2 fois sur un même revenu. J'explique. Ce système a été instauré par l'établissement d'une retenue à la source libératoire sur les dividendes de 5%, puis le législateur s'est réjoui, il est vite passé à 10%. Ce qui rend l'impôt effectif dans le cadre d'une société à 32%. Si on cumule impôt sur les sociétés et retenue à la source sur les dividendes, c'est un calcul approximatif. Donc, franchement, l'écart entre
les tranches supérieures de l'IRPP et l'IS n'est plus très importante. Néanmoins, la tendance, elle est à la baisse. Et l'IS, dans le projet de loi de finances de 2019, il a été instauré un IS spécifique aux sociétés commerciales ayant un objet non commercial, c'est-à-dire le cas des professions libérales, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 dinars. L'IS, dans le projet de loi, passera probablement à 20%. Donc, ce qui nous amènerait à un taux effectif de 28%. Cumul IS et retenu à la source. Donc, un écart de 7% avec les tranches supérieures de l'IRPP. Il faut dire que le chiffre de 500 000 dinars peut être insuffisant pour certaines spécialités de médecine engageant dans des investissements lourds. Parce que 500 000 dinars, on parle de chiffre d'affaires et non de bénéfices. Il faut faire du lobbying entre professions libérales pour rentrer dans une autre catégorie qui va être instaurée de 13,5%. C'est nos propres entreprises technologiques. Il faut dire aussi que les dirigeants ou médecins associés et salariés, dans le cadre d'une société, ont le droit de déduire leur salaire. Donc, un barème d'imposition progressive de l'IRPP, je conseillerais d'aller jusqu'à 30 à 40 000 dinars pour profiter des avantages du barème progressif pour les tranches inférieures, bénéficier d'une déduction de 10% supplémentaire dans la limite de 2000 dinars au titre de charges salariales, les abattements communs que vous connaissez tous, charges familiales, assurance vie, prime d'assurance vie, tous ces avantages sont importants économiquement, si surtout on combine l'ensemble du montage. Une optimisation fiscale, mais qui reste assez limitée. Je pense que l'avantage le plus important concernera les spécialités à grand besoin d'investissement en équipement, qu'il faudrait renouveler ou entretenir périodiquement. Car même s'il exerce en tant que personne physique et qu'il est soumis au régime réel, il ne pourra pas garder des réserves. Par contre, il pourra ne pas distribuer des dividendes pendant plusieurs années pour échapper à la retenue à la source sur dividendes en vue d'achat d'équipements éminents. Il faut cependant prévenir que pour ceux qui ne dégagent pas des revenus importants, l'exercice en entreprise sociétaire comporte quelques désagréments. En ce qui concerne surtout les assemblées générales, les publications, etc. Pour profiter des avantages des sociétés commerciales comme structure d'exercice, il faut pallier les risques liés à la nature même de la société commerciale à travers l'adaptation d'un régime particulier, comme c'est le cas des avocats avec la loi 88-65. Alors, les quelques recommandations pour le projet de la CNU. Il est clairement établi que la législation en vigueur ne permet pas l'exercice de la médecine autrement qu'un statut de personne physique ou dans le cadre de société civile professionnelle. Ignorer la législation en vigueur et accepter de fait la création de sociétés commerciales pour l'exercice de la médecine serait une aventure à conséquences hasardeuses. En pratique, les bureaux de contrôle pourront, par méconnaissance des règles en vigueur, accepter sans problème les déclarations d'existence du moment que le statut sera visé par l'ordre. L'ordre pourrait exercer une sorte de contrôle a priori avec une sorte de statut type. Mais à ce niveau, comment l'ordre pourrait motiver son refus pour telle disposition statutaire, sans cadre réglementaire? Il aura sans doute une application différente d'une région à l'autre, comme s'est spécialisée notre chère administration. Donc, à Sousse, vous pourrez créer des sociétés, probablement à fractionnant, ça dépendra de chaque administration. Donc, on va rentrer dans une sorte de no man's land juridique, c'est-à-dire un désert juridique où les conséquences peuvent être incalculables. Cette situation est hasardeuse, d'autant plus que des questions devront être réglées. Et je me base sur la loi qui permet aux avocats d'exercer dans le cadre de sociétés professionnelles. Il y a quelques dispositions à prévoir. Par exemple, l'élimination de la disposition des codes de société commerciale incompatibles avec la profession. On peut les écarter expressément. Enlever la qualité de commerçant aux dirigeants des entreprises. Aujourd'hui, si on accepte l'exercice des médecins dans le cadre de SARL sans passer par un cadre réglementaire, on sera dans une obligation de considérer le médecin dirigeant d'une SARL, même si son objet est civil, comme un commerçant. La structure du capital. Si l'ordre pourra a priori faire une sorte de contrôle,
il ne pourra pas, à titre postérieur, vérifier que les conditions continuent à exister. La cession des parts sociales entre médecins ou autres personnes complètement différentes, complètement étrangères à leur profession. Aussi régler la question, est-ce qu'un médecin peut à la fois être associé dans plusieurs sociétés, même à exercice médical? Aussi, est-ce que différentes spécialités pourront être ensemble associées dans la même société? Aujourd'hui, un établissement sanitaire privé peut recevoir dans son capital n'importe quelle participation, mais même si aucun des associés n'est médecin. Quand l'avant-projet de loi de la profession d'avocat a été présenté aussi devant le législateur, il y avait cette stipulation, où il y avait une possibilité d'ouverture d'une partie du capital à des personnes étrangères à la profession. Demain, l'ordre pourra probablement contrôler au stade de création, mais à partir de là, toute cession des participations ou augmentation de capital pourrait échapper au contrôle de l'ordre. Quel contrôle en absence de cadre réglementaire adéquat? Même des situations naturelles comme la mort d'un des associés pourra poser quelques soucis. Aussi, dans le cadre de radiation, d'interdiction d'exercice d'un médecin, comment l'obliger à céder ses actions ou ses participations? Enfin, même la liquidation de la société pourra poser des soucis. Un travail sur l'adoption d'un cadre réglementaire reste la solution la plus sage, et ça sera sans doute une occasion pour réglementer des questions d'actualité, comme notamment la responsabilité civile professionnelle ou des assurances obligatoires. Merci pour votre attention. Pourquoi un médecin va choisir d'exercer sous forme de société civile professionnelle ou sous forme de société commerciale? L'aspect fiscal des deux formes de société, quelle est l'optimisation fiscale à faire entre les deux sociétés? Passer de l'IRPP d'une société et si on passe à une société commerciale, passer à la détermination de l'impôt sur les sociétés. Donc là, il y a bien sûr une forme d'optimisation fiscale à faire. Bien sûr, en fait, il y a toujours des avantages fiscaux qu'on peut retrouver au niveau des différentes lois de finances et principalement au niveau du projet de la loi de finances 2019 pour la création de nouvelles sociétés et le bénéfice des 4 années d'exonération. Et bien sûr, comme a dit Zied, je reviens sur le point, sur le taux de 13,5% qui va être appliqué pour les sociétés commerciales à partir de l'exercice 2021. Donc là, ce type de société n'est pas inscrit au niveau de cette liste-là. Bien sûr, nous aussi, en matière d'expertise comptable, le service n'est pas inscrit. Donc il faut faire toujours en fait du lobbying pour pouvoir inscrire les sociétés commerciales exerçant en profession libérale et pour bénéficier de ce type de société d'un abattement et d'une application d'un taux d'imposition qui est réduit par rapport à leurs bénéfices et qui va passer à un taux de 13,5%. Là, c'est toujours au niveau du cadre du projet de la loi de finances 2019. Et ce projet-là, on a choisi principalement les sociétés industrielles qui présentent, entre guillemets, une forte valeur ajoutée. On sait que certaines professions libérales présentent aussi une valeur ajoutée. Donc on va jouer dessus, on va faire du lobbying dessus parce qu'on doit sensibiliser le législateur sur nos activités libérales, que ce soit pour l'expert comptable et sa valeur ajoutée, que ce soit pour les médecins, etc.